Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, nous suivons une nouvelle de dernière heure. Le premier ministre François Legault a annoncé aujourd'hui qu'il démissionnera et qu'il quittera ses fonctions une fois que le parti aura choisi un remplaçant. Pour le bien de mon parti et surtout pour le bien du Québec, j'annonce aujourd'hui que je vais quitter mon poste de premier ministre du Québec. Je vais rester en place le temps que mon parti désigne un remplaçant ou une remplaçante. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en décembre dernier, François Legault, qui est aussi le fondateur de la Coalition Avenir Québec, affirmait vouloir rester en poste et mener le parti lors de l'élection provinciale de 2026. Je suis allé prendre une marche dans la neige ce matin, puis j'ai décidé que je reste. Et voilà qu'à peine un mois plus tard, il annonce sa démission. Cette décision est-elle liée à la chute de la CAQ dans les sondages ou encore aux récentes démissions de plusieurs députés et ministres de son gouvernement? La situation rappelle d'ailleurs ce que nous avons vu au niveau fédéral avec le Parti libéral lorsque Justin Trudeau menait le parti et que les sondages étaient totalement désastreux. Ce dernier avait été écarté et remplacé par Mark Carney, présenté comme le soi-disant sauveur face à Donald Trump. Et la stratégie a du moins fonctionné pour eux. Aujourd'hui, nous allons en discuter, non seulement de cette nouvelle, mais aussi du legs politique de François Legault. Pour en parler, je suis accompagnée de Nicolas Gagnon, directeur du Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Écoutez, je pense qu'on peut s'entendre pour dire qu'on a tous un sentiment de déjà-vu, là. Peu importe où est-ce qu'on est situé sur le spectrum politique, ou même si on était à la CAQ, il y a du monde qui nous a dit, ben effectivement, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu l'an dernier. Puis peut-être que François Legault fait ce calcul-là en disant que ben ça a fonctionné pour le Parti libéral du Canada qui, en 2025, au début de l'année, était au plus bas dans les sondages. Et là, soudainement, il se retrouve quelques mois plus tard, après une course à la chefferie, avec un gouvernement minoritaire plus fort que ce qui était le cas auparavant. C'était quasiment digne d'un miracle. Donc, est-ce que ce genre de miracle-là pourrait se reproduire avec la CAQ? Il y a un paquet là, d'étoiles, de planètes qui doivent s'aligner pour que ça arrive. Parce qu'il faut quand même dire que ben, le Parti libéral du Québec est en course à la chefferie. Le Parti québécois est encore, bon, on verra dans les sondages dans les prochaines semaines, mais ils sont encore bien présents. Et je pense pas qu'ils vont s'effondrer du jour au lendemain, même s'il y a un nouveau chef à la CAQ. Puis finalement, ben, il y a encore le Parti conservateur du Québec qui travaille déjà sur le terrain. Donc, est-ce que ça va être comme on a vu l'an dernier? Je serais sûr, bon, ce qu'on verra, mais tout peut arriver. Ceci étant dit, il y a une raison pour laquelle François Legault démissionne, puis c'est son impopularité, en fait. Puis c'était pas juste au sein de la population québécoise, là, où est-ce que tous les sondages le mettent au plus bas depuis même que la CAQ a été fondée. Mais il y a aussi le fait que il y avait un manque de confiance à l'égard de François Legault dans son entourage de plus en plus large, là. Donc, on l'avait vu plusieurs députés qui déjà démissionné au cours des dernières années. Il y avait eu entre autres Yuri Chassin, il y a eu aussi bon certains autres qui sont allés comment dire pour essayer de se trouver une job au municipal comme André Laforêt à Chicoutimi. Mais finalement, je pense que l'ultime comme dernier coup de couteau, là, si on veut, là, si on prend la figure de style de Jules César et de Brutus, ben c'est Christian Dubé qui a démissionné juste avant Noël, son meilleur ami. Donc, quand même lui s'ajoute à la liste de ceux qui ont plus confiance en François Legault, c'était inévitable qu'il démissionne. Ce qui ramène un peu à Chrystia Freeland qui a démissionné en 2024 ou en 2025, puis ça a comme été le dernier coup pour Justin Trudeau. Donc, les parallèles sont faciles à faire, mais pour l'instant, il est encore trop tôt là, pour savoir comment l'année va se dérouler. Parce qu'en fait, il faut rappeler que les prises décisionnelles ne sont pas juste prises par M. Legault, mais ainsi que l'entourage et le parti. Il faut rappeler ça aux Québécois, là. Absolument, puis parce que quand on regarde aussi, je veux dire, on pourrait faire un bilan complet de François Legault maintenant, puis on aurait peut-être pour des heures à le faire. Il y a eu des bons coups, ça va en surprendre plusieurs que je dise ça, mais mettons d'un point de vue de contribuable, il y avait eu l'harmonisation de la taxe scolaire, il y a eu la baisse d'impôt d'un point de pourcentage en 2023. Il y a eu plus récemment la fin du prix plancher sur l'essence. C'est les quelques bons coups qui me viennent en tête rapidement, mais il y a eu aussi beaucoup de mauvais coups. Les déficits records qui s'accumulent. Il y a aussi la décote du Québec qui est une première en 30 ans. Là, je veux dire, la dernière fois que le Québec a été décoté, le Canadien de Montréal
Montréal gagnait la Coupe Stanley. Là. Ça nous ramène très loin en arrière. Sinon, on peut parler de l'explosion de la fonction publique, de son coût et du nombre d'effectifs. Il n'y a pas grand monde qui le savent, là, mais sous François Legault, on a ajouté pas loin de 109 000 nouveaux effectifs dans la fonction publique et parapublique. Et ça fait en sorte que les dépenses pour la fonction publique, pour rémunérer tout le monde, on est passé d'environ 45 milliards à 65 milliards de dollars par année. En fait, en quelques années à peine, là, c'est à peu près une augmentation de 40% sur une période où est-ce qu'on voit que les dépenses pour la rémunération ont augmenté 2 fois plus rapidement que l'inflation. Puis quand on regarde les effectifs, bon, ça a augmenté 2 fois plus rapidement que la croissance de la démographie québécoise. Donc, le gouvernement de la CAQ a perdu le contrôle dans les dernières années sur, en fait, sa fonction publique, et c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi perdu le contrôle sur les finances publiques. Ça, c'est aussi le travail de Éric Girard, le ministre des Finances. C'est aussi le travail de Pierre Fitzgibbon, qui, avec son interventionnisme, avec la filière électrique, nous a fait perdre des milliards dans des paris qu'on n'aurait jamais dû prendre, que ce soit Lyon Électrique, Nordvolt, Nemaska Lithium. On pourrait faire une longue liste de ça. Et finalement, il y a aussi Sonia Lebel, l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, elle a littéralement donné en fait des conventions collectives beaucoup trop généreuses là, en 2023 dans les négociations pardon avec les syndicats de la fonction publique, ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'on a perdu le contrôle sur les finances publiques. Donc oui, François Legault démissionne. Mais le problème est aussi un peu lié à la culture qu'il y avait alentour puis de son cabinet des ministres. Donc, celui qui va lui succéder, si ça vient de l'interne ou ça vient de l'externe, va devoir composer avec cette culture-là. Puis, ben, je pense que les Québécois s'attendent à un changement. Puis c'est pas juste un changement de premier ministre. Moi, je suis pas quelqu'un ici, je suis non partisan, donc je suis pas là pour demander un changement de gouvernement, mais il faut que le gouvernement change, par exemple. Justement, selon les sondages, on s'en irait vers un gouvernement avec le Parti québécois. On sait que le Parti québécois veut vraiment avoir un référendum s'ils sont élus. Est-ce qu'avec la condition du Québec actuel au niveau économique, on peut se permettre, admettons, de se séparer du reste du Canada? C'est une bonne question. Du moins, je veux dire, certains pourraient argumenter en disant qu'il y a des pays plus pauvres dans des conditions plus précaires qui ont réussi à faire leur indépendance, mais je pense que beaucoup oublient qu'on est dans un contexte géopolitique qui est très différent de ce qu'on a vu durant, par exemple, les périodes de décolonisation en Afrique au 20e siècle après la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas non plus à la même place qu'à par rapport au lendemain des révolutions bolivariennes dans le monde de l'Amérique latine. Donc, je veux dire, oui, l'indépendance peut se faire dans la mesure où est-ce qu'on a vu des exemples de pays obtenir l'indépendance malgré toutes les difficultés. Mais là, bon, je veux pas me mettre j'ai pas un Trump derangement syndrome, là, comme le disent certains, mais on s'entend que si jamais le Québec décide de faire une déclaration d'indépendance, je connais quelqu'un à la Maison-Blanche qui va commencer à faire de l'œil au Québec. C'est inévitable, du moins, ça pourrait venir dans l'équation. Puis juste pour n'importe quel camp fédéraliste, de faire de montrer ça comme argument, ça pourrait refroidir les ardeurs de certains qui penseraient voter oui. Peut-être que c'est l'inverse aussi. Peut-être que les souverainistes, éventuellement, vont démontrer que on peut négocier avec Trump pareil et ça va rassurer certains. C'est juste que pour l'instant, on voit le genre de bras de fer qui a eu lieu entre Carney et Trump, précédemment Trudeau et Trump, puis je pense, finalement, on voit pas nécessairement les résultats. Donc, il n'en reste que la relation qu'on va avoir avec les États-Unis est c'est primordial en fait. Je veux dire, les anciens dirigeants souverainistes l'ont reconnu eux-mêmes, Jacques Parizeau l'a reconnu, René Lévesque aussi. Notre relation avec les Américains est primordiale et doit être considérée si on veut même parler d'indépendance. Puis les Albertains, je veux dire, les souverainistes albertains le voient également. Donc moi, bien sûr, je défends la Fédération canadienne des contribuables, donc j'ai pas un discours souverainiste, mais ceci étant dit, je veux dire, c'est clair que notre position géopolitique actuelle va avoir une incidence là, finalement là, ben, la situation géopolitique actuelle va avoir une incidence sur le vote si jamais il y a un référendum. Mais je pense que la démission de François Legault vient carrément de brasser les cartes et je sais pas si on va encore parler de référendum dans quelques mois, dû peut-être un repositionnement du Parti québécois notamment. Justement, parlons du successeur, celui qui sera élu en 2026 comme notre prochain premier ministre du Québec. Vous, à la Fédération des contribuables, vous donnez quoi comme suggestion pour justement rétablir les coffres du Québec?
Ben, on a tout un paquet de recommandations, puis c'est aussi bon pour la CAQ que le Parti québécois, que le Parti conservateur ou les libéraux, bon, même Québec solidaire à la fin, on espère que le message va se rendre à tout le monde. La première des choses, c'est de reprendre le contrôle sur les finances publiques, mais aussi, puis ça c'est le défi ultime, c'est à la fois de réduire les dépenses du gouvernement tout en réduisant le fardeau fiscal des contribuables. C'est ça pour quoi on se bat depuis toujours en fait. Donc pour nous la priorité c'est déjà de régler une injustice qui perdure depuis le 1er avril 2025, que le Québec est la seule province avec une taxe carbone. Donc de l'éliminer déjà, ça permettrait d'alléger le portefeuille d'un bon nombre de familles, tant dans les puis on s'entend, même si vous n'avez pas de voiture, vous en payez à quelque part le coût qui est refilé à travers, par exemple, le prix des denrées alimentaires. Ceci étant dit, on espère qu'il y aura des concessions de la part de la CAQ. On sait que le PCQ d'Éric Duhem est déjà de notre côté un peu là-dessus, mais on veut la CAQ, on veut aussi le Parti québécois, ne serait-ce que sur cet enjeu-là, et aussi, ben, toute autre forme de réduction de taxes ou d'impôts, que ce soit sur directement à la source sur les revenus, ou sinon une baisse de la TVQ. On espère que ça va se faire. On n'a pas encore quantifié l'impact, mais sinon un impact qui serait intéressant aussi, ne serait-ce que pour régler certaines formes justement d'injustice, c'est l'application de la taxe sur la taxe. On en parle très peu au Québec, mais on a tellement de taxes que des fois il y a des taxes qui s'appliquent sur les taxes. C'est le cas justement dans les stations de service, c'est le cas si vous achetez de l'alcool, c'est également pour le tabac. Donc, veut pas, le gouvernement va chercher des centaines de millions de dollars juste avec l'application d'une taxe sur la taxe. Donc, c'est le genre de choses qu'on aimerait voir être encore plus mis de l'avant pour que les contribuables se fassent moins siphonner leurs revenus littéralement. Puis finalement, ben oui, il faut un retour à l'équilibre budgétaire. La décote elle-même nous coûte cher. Là. C'est pas loin de 500 millions de dollars de plus qu'on paie en intérêt sur la dette parce que on s'est fait décoter. Donc, imaginez ce que ça peut donner si on accumule ça. La dette nous coûte présentement 10 milliards de dollars par année. Puis ça, c'est une dette qui augmente parce qu'on accumule des déficits. Donc, il va falloir régler ça une fois pour toutes. C'est de réduire la taille de la fonction publique. François Legault a perdu le contrôle, il faut que quelqu'un le reprenne. Là, présentement, il parle de couper environ 5000 postes au courant des prochaines années. Donc 2000 cette année. Donc, on verra si en mars 2026, si jamais il y a un budget, en fait, on pourra voir s'ils ont fait leur travail. Mais c'est 3000 de plus qu'il veut supprimer d'ici 2027. Ça vaut ce que ça vaut parce que il y a des élections. Ça se peut que ça change complètement. Si on change de gouvernement, l'objectif va peut-être tomber à l'eau. Mais 5000 postes, c'est pas assez. Il faut rappeler que sous François Legault, on a ajouté 12 000 nouveaux fonctionnaires dans les ministères et le reste du 109 000 employés qu'on a rajouté, c'est dans le parapublic. Mais il y a la moitié d'entre eux, ce sont aussi des employés de bureau puis des techniciens. Donc, il faut couper là-dedans, puis pas juste par attrition. Il faut réviser les programmes au grand complet. Il faut aussi penser à plafonner les salaires de la haute fonction publique qui coûtent des millions et des millions à chaque année, qui augmentent constamment, alors qu'on est dans la démesure totale, tant au niveau du nombre de hauts fonctionnaires, mais au niveau du coût. Il faut aussi regarder les différentes agences ou sociétés d'État qui pourraient être supprimées. J'ai en tête Investissement Québec qui pourrait être carrément supprimé du jour au lendemain et on verrait des économies juste avec les actifs qui sont détenus et qui rapportent un rendement qui est ridicule par rapport à toutes les autres types d'investissement, des firmes d'investissement, pardon. Et finalement, on a l'Agence Santé Québec, on a Agence Mobilité Durable. Bref, la CAQ a rajouté aussi un paquet de nouvelles agences qui coûtent cher en termes d'organisation puis d'administration. Et ça, ben, faut mettre un coup de barre là-dedans. Ça demande du courage politique. Puis on va espérer que les partis qui aspirent à diriger le Québec aient le courage qui est nécessaire. La chose qui a choqué beaucoup aussi les Québécois durant les années où ce que, bon, Legault était à la tête de la province, c'est le fait que personne n'est imputable de quoi que ce soit. On a vu justement là, les scandales avec Saclec, on a vu avec Nordvolt, on a vu avec, il y en a tellement, on peut, le panier bleu, on avait Medicago. Il y a personne qui est imputable pour les dépenses d'argent qui a été soit donné, soit investi, alors que c'était des compagnies qui étaient vouées à l'échec. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que, justement, faudrait arrêter de faire, justement, d'investir aussi massivement dans des grosses corporations comme ça? À la Fédération canadienne des contribuables, c'est clair, on est littéralement contre toutes les subventions, point barre, surtout celles aux entreprises. Je veux dire, en fait, la meilleure solution, là, ce serait plutôt de créer un environnement fiscal et économique et réglementaire qui fait en sorte que les entreprises veulent investir au Québec
et veulent développer leurs opérations et non toujours demander au gouvernement d'intervenir parce que ben plus souvent qu'autrement, je veux dire, on entendait souvent l'expression la moyenne au bâton là, de François Legault puis de Christine Fréchette, mais c'est une moyenne au bâton qui est risible et c'est risible parce que le gouvernement est peut-être le pire planificateur quand c'est le temps de faire des investissements. On parle beaucoup de la filière électrique, mais dans le passé, on a vu la Gaspésia, on a vu la cimenterie mécaniste par Daniel, on a vu tellement d'exemples, on a aussi vu Bombardier, bref, on a vu beaucoup d'argent se perdre dans les entreprises et le retour sur intérêt, le retour sur investissement pour les contribuables, plus souvent qu'autrement, il était pas nul, il était négatif. Donc, c'est ce genre de choses, c'est ce genre de culture-là qui doit changer. Donc, je mentionnais plutôt Investissement Québec. Ben, Investissement Québec, c'est le bras d'investissement du gouvernement à travers le ministère de l'Économie pour faire des paris comme ça. Ben, en supprimant, en coupant la main, ben, on évite de donner de l'argent des autres avec ça. Donc, ça serait une des pistes de solution, mais c'est un changement de culture aussi. Oui, à la fin, l'imputabilité, c'est parce que c'est ça, c'est quand le gouvernement perd notre argent, ben il y a personne, il n'y a pas de procès à ça. On le voit d'ailleurs aussi avec Saclic. Si jamais il y a un procès qui est lié à ça, on pense pas qu'une seule personne va finir en prison pour ça. Puis c'est pas ce que je demande non plus. Mais à la fin, on a tellement vu de scandales s'accumuler sans que personne soit tenu responsable. Le principal architecte de Nordvolt, ou de l'échec de Nordvolt, c'était Pierre Fitzgibbon, puis il a démissionné sans rendre de compte à peine une journée avant de passer en commission parlementaire pour son propre projet de loi qu'elle allait déposer. L'imputabilité, là, avec la CAQ, il en manque beaucoup, mais c'est pas nouveau. On l'a vu aussi par le passé sous les anciens gouvernements. Donc, je veux pas mettre la barre trop haute, mais je pense que les Québécois s'entendent pour dire que c'est une culture qui doit absolument changer. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Comme vous le savez, Rebel News est un des rares médias qui ne reçoit aucun argent du gouvernement. Comme il se devrait, les médias ne devraient pas recevoir d'argent du gouvernement. Donc, si vous le désirez et si vous pouvez faire un don à rebelfieldreports.com et merci en avance d'avoir regardé et de partager notre contenu.